maintenant. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre quelques minutes pour regarder cette vidéo. Le 15 mai, c'est la Journée nationale non-mesures de contrôle. Qu'est-ce qu'on entend par des mesures de contrôle? Bien, on entend le recours à l'isolement, qui est le fait de confiner une personne dans un lieu pour un temps déterminé et d'où elle ne peut sortir librement. Bon, on s'entend que confinement, ces temps-ci, on sait très bien ce que ça veut dire. On entend aussi par mesure de contrôle le recours à la contention physique. Donc ça consiste à empêcher ou à limiter la liberté de mouvement d'une personne en utilisant soit la force humaine ou des moyens mécaniques comme une camisole de force ou des sangles pour maintenir une personne sur un lit ou sur une chaise. Puis on entend aussi la contention chimique. La contention chimique, ça consiste à limiter la capacité d'action d'une personne en lui administrant un médicament. Bien que ces mesures sont encadrées par l'article 118.1 de la L4S, qui est très explicite quant à son application en dernier recours et de manière exceptionnelle, on constate à travers le Québec qu'il y a des centaines de personnes qui quotidiennement sont mises en isolement ou en contention physique et chimique à travers le Québec. Depuis quelques années, les groupes de défense de droit organisent des actions populaires et des rassemblements qui se tiennent le 15 mai à travers le Québec pour revendiquer l'élimination de ces mesures de contrôle-là. Et on milite aussi pour le remplacement par des mesures alternatives humaines et respectueuses de la dignité et des droits des personnes. Avec le contexte de la pandémie de cette année qu'on vit présentement, on ne pouvait pas tenir de rassemblement ni de point de presse pour souligner la 5e journée nationale non aux mesures de contrôle. On a donc tenu un point de presse à distance et sans journaliste, dois-je le préciser, et nous l'avons filmé et nous vous le partageons par le biais de cette vidéo. Donc, il y a 4 personnes qui vont prendre parole durant la vidéo. Pour ma part, je me nomme Nancy Melançon, je suis co-coordonnatrice du collectif de défense des droits de la Montérégie, qui est un organisme communautaire qui aide et accompagne des personnes à défendre leurs droits individuels et collectifs et aussi à exercer des recours. L'organisme a d'ailleurs souligné son 30e anniversaire d'existence en 2019. En tout premier lieu, je vais céder la parole à M. André Leduc. Monsieur Leduc, vous étiez coordonnateur du collectif de défense des droits de la Montérégie, alors que l'organisme était co-requérant avec Mme Lise Brouard, qui, elle, représentait les victimes, au cœur d'un recours collectif envers l'hôpital du Surroi-Valleyfield, qui concernait justement des pratiques abusives d'application des mesures de contrôle. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit historique de ce recours? Oui, bien sûr. Merci, Nancy. Et puis, je salue tous mes camarades aussi là, qui sont avec nous. En fait, le recours collectif, c'est l'exemple parfait d'un cas individuel qu'on réussit à rendre collectif, donc à ce qu'il y ait une portée là, pour plusieurs personnes. C'est aussi quelque chose qui est très exigeant au niveau juridique, parce que c'est comme une course d'épreuves. Et n'eût été de l'entêtement de Mme Lise Brouard en premier lieu, de l'audace du premier bureau d'avocats, le bureau Plamondon-La-Douceur, et surtout pour conclure le recours du bureau de maître Jean-Pierre Ménard, bien, je pense qu'il n'y aurait pas eu ce résultat-là. Et évidemment, il y a l'apport du groupe communautaire, donc le co-requérant qui était le CDDM à l'époque. C'est une démarche qui a été qui a eu beaucoup de hauts et de bas. D'abord, juste entamer la démarche, ça a été difficile. Il fallait réunir plein d'exigences au niveau juridique. Il fallait que la porte-parole corresponde à certains critères. Ensuite, comme organisme, il fallait nous aussi monter un dossier et ensuite présenter ça devant la Cour supérieure. Et dès la première étape, on a essuyé un refus. L'autorisation du recours, qui est la première étape, a été stoppée déjà là. Et on a vraiment pensé que c'était la fin là, de toute l'aventure. Mais à la Cour d'appel, il s'est passé, on pourrait dire, un petit miracle parce que le dossier ne semblait pas bien parti. Puis la Cour d'appel a renversé la décision et a autorisé le recours collectif. Et il faut souligner qu'un des premiers effets de cette démarche-là, c'est que ce jugement-là de la Cour d'appel est venu renverser une tendance de la jurisprudence
et donné beaucoup d'importance au fait que les victimes de recours collectif, quand c'était des personnes qui pouvaient être vulnérables, bien, il y avait peut-être une certaine souplesse à apporter. Et dans le domaine juridique, c'est resté. Ensuite de ça, bien, les démarches ont continué. Puis c'est là qu'on a senti vraiment là, que le vent tournait et qu'il pouvait avoir quelque chose de négocié. À partir du moment où Mme Lise Brouard a été interrogée, c'est une démarche qui se fait avant de passer à la cour, là, l'autre partie a senti la solidité de son témoignage, de son dossier, puis surtout de tout ce qu'elle avait vécu qui était tout à fait horrible là, dans cet hôpital-là. Je n'en parlerai pas parce que ça prendrait 10 minutes juste ça. Mais à partir de ce moment-là, on a senti qu'il pouvait avoir un règlement. Et je dois dire que les deux plus grands moments de ce recours-là, si on veut parler d'histoire, ben, c'est justement quand on s'était réunis, qu'on était tous le 15 mai 2015 au Palais de justice de Valleyfield, là même où elle avait subi toutes ces mesures-là, puis que la juge a prononcé l'existence du recours collectif, donc a reconnu l'entente hors cours qui avait été tenue. Ça a été un grand moment. L'autre moment aussi, qui me donne encore des frissons quand j'y pense, puis tu étais là, Nancy, c'est quand, un an plus tard, on était à l'Assemblée nationale du Québec et que Mme Diane Lamarre, qui était la critique de l'opposition, s'est levée pour faire une déclaration, il y a un nom pour ça, de citoyen, en tout cas pour souligner un événement, déclarant en quelque sorte la Journée nationale non mesure de contrôle en présence de Mme Lise Brouard. Tous les députés ont applaudi. C'était un moment vraiment, pour moi, ça fait partie de l'histoire de cette démarche-là, de reconnaître le travail de cette femme-là, puis en même temps de reconnaître le travail de l'organisme du collectif qui a travaillé avec les avocats. C'est vraiment l'exemple parfait d'un ensemble de démarches qui arrive à un résultat qui laisse ses traces, qui va les laisser encore pour longtemps. Fait que pour moi, c'est ça le recours collectif. Une personne appuyée par un groupe, des avocats, sans oublier la GID aussi, qui a toujours été dans la démarche du début à la fin. Alors voilà pour ma part historique. Merci. Merci beaucoup, M. Leduc. Maintenant, j'inviterai Mme Sadia Messaili. Mme Messaili, vous êtes l'auteur du livre « Les fous crient toujours au secours ». Vous êtes aussi en liste pour un prix Orange Citron 2020 à la GDSMQ. Mais encore plus important, vous êtes la maman de Férid, un jeune homme qui a subi des mesures de contrôle. Et nous avons invité à nous partager un témoignage personnel sur les effets pervers, justement, de l'utilisation de ces mesures de contrôle-là, tant sur les personnes elles-mêmes que sur les membres de l'entourage. Madame Messaili, Férid s'est malheureusement enlevé la vie, mais vous demeurez convaincu que ce n'est pas la schizophrénie qui l'a précipité dans les bras du désespoir? Je vous inviterai à ouvrir votre micro. Voilà. Je vous remercie, Madame Nancy. Bonsoir tout le monde. Alors, oui, et merci encore de m'avoir invité à parler de Férid. C'est encore douloureux malgré 7 ans. Cela fait 7 ans qu'il nous a quittés. Effectivement, mon fils ne faisait pas confiance au système malgré qu'il n'avait jamais, eu recours c'est-à-dire aux soins de santé en santé mentale, mais nous avions beaucoup travaillé auprès de lui parce qu'il vivait seul à une époque pour qu'il fasse justement confiance au système et puis qu'il se laisse aller puis qu'il accepte d'aller chercher de l'aide. Sauf que sa quête du début jusqu'à la fin, donc ça a été tout d'abord de l'écoute. Il voulait être écouté. Donc, je me souviens très bien quand je m'excuse, j'ai vraiment beaucoup de problèmes à en parler. Quand je l'ai accompagné, sa quête, c'était être écouté. Alors qu'eux, ils ont posé un diagnostic et tout de suite après, ça a été la camisole, que j'appelle la camisole chimique. Ce qui fait que dès le départ, ça a été un choc incroyable et c'était le désespoir. Alors que le rétablissement la base du rétablissement, c'est l'espoir. Et si on n'a pas d'espoir, si on ne croit pas
on ne nous croit pas et si on n'a pas un lien, ne serait-ce que minime, avec les personnes qui nous soignent ou qui sont là pour nous aider, c'est très, très, très difficile de remonter la pente. Donc, ça a été vraiment la première hospitalisation, il est sorti démoli, juste avec l'idée que ce sont des vendeurs de pilules. Donc, c'était ça qu'il nous a dit, ce sont des vendeurs de pilules. Alors, c'est sûr qu'après, il a complètement laissé tomber ses suivis. Et nous, on était dans l'ignorance, comme je l'ai dit dans mon livre, on était complètement dans l'ignorance des alternatives. Ce n'est que plus tard que j'ai compris qu'avec l'écoute, avec une équipe pluridisciplinaire, avec des pères aidants, avec des thérapeutes, avec surtout un plan personnalisé qui lui permette d'avoir le pouvoir de dire, c'est-à-dire de prendre parti, d'être lui aux commandes de son propre rétablissement. Là, il était confronté juste à des directives, c'était très directif, c'est prends ta médication et puis viens écouter ou rien n'est fait avec le patient. À la deuxième aussi, il est resté 3 ans et demi, pratiquement 4 ans, sans aucune psychose. Donc, il a eu 2 psychoses au bout desquelles la deuxième psychose, c'était la même affaire. C'était « je ne veux pas prendre de médication ». Et moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on puisse, par des biais et par comment dire, amener et la famille et le patient à comme lâcher prise et je la prendrai la médication. Et encore une fois, ça a été une équipe qui, il n'y avait pas de lien entre eux et c'était le tout là, on le vivait, on était tous malades. Il n'y avait pas que mon fils, c'était le désespoir, on était comme lâchés, c'était comme pire que d'avoir, c'est comme la maladie mentale, c'est comme t'es foutu. Et c'est ce qu'il disait. En fait, c'est ce qu'il disait. Ils nous ont tellement rabâchés qu'ils n'avaient pas d'espoir. Ils n'allaient pas avoir une vie normale. Et ça a démoli la famille, ça l'a démoli. Et en bout de ligne, la dernière semaine, on est allé ensemble. Je l'ai accompagné à l'hôpital. Et là encore, je vais être écoutée. J'ai mal. Et là, on l'a encore renvoyé. Prends ta médication. Puis une semaine plus tard, il a pris je ne sais pas si c'est une décision qu'on prend quand on se tue, mais il s'est enlevé la vie. Alors que les alternatives existent. Les pères aidants existent, les proches parents sont ici. Il y a des approches de par le monde comme Open Dialogue, mais c'est comme fermé, c'est eux qui décident. Puis c'est toute une famille, toute une communauté qui souffre de ça. Et puis les gens ne font pas confiance aussi parce que lorsqu'il arrive quelque chose à quelqu'un, on se dit, tu vois, là, ça marche. C'est vraiment... donc, la contention chimique, l'isolement, ça nuit au lien thérapeutique. Ça n'aide pas les gens. C'est tout le contraire. Ça les tient comme des zombies, mais ils n'ont aucun pouvoir sur leur existence. Et puis, à la fin, ils se lâchent. Puis par la suite, ils parlent de pourcentage de suicide. Mais c'est relié à quoi le pourcentage de suicide? C'est relié justement, est-ce que c'est parce que c'est la maladie ou c'est parce que c'est la prise en charge qui est comme... Alors, c'est ça, c'est pour ça que moi, je me dis peut-être en me mobilisant, puis en parlant, et puis en allant s'en parler, et puis je pourrais peut-être au moins dire que c'est possible, que la schizophrénie ne tue pas. C'est pas ça qui tue. C'est absolument pas ça qui tue. Ce qui tue, c'est les méthodes, c'est vraiment la rigidité du système à ne pas comprendre que finalement, que nous sommes tous semblables en dedans. Nous sommes tous semblables en dedans. Nous avons tous besoin autant d'écoute que de s'exprimer. Pour des petits bobos, pour des gros bobos, il n'y a pas de différence qu'on ait un cancer ou qu'on ait la schizophrénie. C'est la même affaire. Alors, c'est ça. Alors, j'espère juste que
que d'autres personnes ne vivent pas le même drame que mon fils. Merci infiniment, Madame Messaili, pour votre De rien, témoignage très de touchant. rien. Merci à vous de me permettre de parler encore de lui. Très courageux de votre part et on encourage tout le monde à se procurer ou à lire votre livre « Les fous crient toujours au secours », qui est un livre percutant. Merci. Maintenant, j'inviterai Madame Doris Provencher. Madame Provencher, vous êtes la directrice générale de l'Association des groupes d'intervention en défense de droits en santé mentale du Québec, l'AGID-SMQ, pour faire un petit peu plus court. Donc, Madame Provencher, j'ai envie de vous entendre sur la place et l'influence que les lois et les législatures occupent ou devraient occuper sur l'application des mesures de contrôle. Mm-hmm. Bien, écoutez, au Québec, vous savez, on a des belles lois, on a des orientations ministérielles, on a des prises de position. Donc, moi, je pense que le problème, c'est pas tant les lois, parce que les lois existent, parce qu'on a une charte des droits et libertés. La question des droits est quand même assez présente. Moi, je pense que le problème, c'est la pratique et c'est le manque comment dirais-je, donc, le manque de courage, oui, de la part de nos dirigeants pour vraiment mettre un frein à ça, pour vraiment travailler dans le sens. Pourtant, nous avions eu de l'espoir il y a plusieurs années, quand les orientations du ministère de la Santé et des Services sociaux parlaient de voire d'élimination. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, l'élimination, bien sûr, mais il y a pas, on ne sent pas nécessairement de volonté pour essayer de mettre ça en place. En tout cas, par rapport à la santé mentale, on ne sent pas de volonté. Dans d'autres secteurs, parce qu'on isole et on attache le monde, pour les personnes âgées, les jeunes, santé mentale, tout ce qui est institution, il peut y avoir ce type de pratique. Alors donc, pour les personnes âgées, les jeunes, tout ça, il y a quand même eu des gros efforts de fait. Mais quand ils arrivent à la santé mentale, à la psychiatrie, ça bloque et c'est comme à cause des préjugés, les mythes, la violence, etc. Comme ça. Alors donc, nous, l'AGID et nos groupes membres, dont le collectif, bien sûr, est un des piliers importants, travaillent depuis longtemps à essayer de développer ces façons de faire, d'autres pensées, puis de nous amener ailleurs par rapport à ces mesures de contrôle. Parce que, comme disait un certain rapporteur spécial de l'ONU, hein, on peut associer ça à de la torture. Ce que Mme Lise Brouard nous a raconté de son expérience, si ce n'est pas de la torture, c'est pas bien loin de ça. Alors donc, et ça, le monde, ils ne savent pas dans la vraie vie. Mais nous qui travaillons auprès des personnes qui ont un problème de santé mentale, c'est ça qu'on voit. C'est ça qu'on... Donc, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'enlignement vraiment du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et ça, il y a dans des institutions où, quand il y a une volonté d'une personne ou d'une équipe, ça peut changer, mais l'équipe change, on repart à zéro. Alors donc, c'est ça. Fait, parce que les lois sont là. Vous l'avez nommé, Mme Melançon, le 118.2. C'est un bel article de loi, mais le problème, c'est la pratique. Alors, je nous invite à continuer encore le combat, parce que je pense qu'on a encore pour un certain temps. La contention chimique, écoutez, ça, c'est encore... comment dirais-je? C'est quasiment une vue de l'esprit. Pour même les médecins ont du mal à reconnaître la contention chimique. Alors donc, on en est encore loin, malheureusement. Mais on va continuer. Je vous remercie. Je remercie le collectif pour piloter encore une fois cette année ces célébrations de ce non aux mesures de contrôle. Merci. Merci. Merci à vous, Mme Provencher, et merci à l'ensemble des groupes membres de l'AGID aussi. Je passerai maintenant le bâton de parole à Mme Anne-Marie Boucher. Madame Boucher, vous êtes co-coordonnatrice du regroupement des ressources alternatives en santé mentale, le RRASMQ.
Puis j'ai envie de vous poser la question suivante, qui est un petit peu déclinée en 2 volets. Selon vous, est-ce qu'il existe des alternatives aux mesures de contrôle? Et en quoi remplacer l'isolement et la contention physique et chimique par des approches et des techniques alternatives, c'est un incontournable dans une approche de primauté de la personne? En fait, peut-être pour répondre à votre Oh! alternative, évidemment. D'ailleurs, l'AGID a fait un admirable travail avec ses groupes membres dans le document sur les mesures. Oh non! Madame Boucher, malheureusement, ça coupe régulièrement. On vous entend très mal, pour ne pas dire pas du tout. Vous êtes figée. Est-ce que tu vas me poser les questions ou... Ben oui, je vous questionnais avant la petite pause impromptue sur la place des alternatives comme mesure de remplacement au niveau des mesures de contrôle. Oui, tout à fait. Évidemment, oui, il y a des alternatives qui existent. Puis, entre autres, l'AGID a fait un excellent travail là-dessus dans leur document sur les mesures de contrôle qui a été fait avec leurs membres pour justement mettre en lumière des alternatives qui existent. C'est sûr, le premier obstacle à la mise en place des alternatives, des fois, c'est la peur. Hein? Le fait que parfois, il y a tellement de roulements dans le milieu hospitalier que les intervenants, les infirmières, tout ça, ne connaissent pas toujours bien les personnes avec qui ils interviennent. Vraiment, la première alternative, on pourrait dire que c'est la création d'un lien. Hein, d'avoir du temps d'écoute, de prendre le temps de connaître la personne, savoir à qui on a affaire, c'est quoi son histoire, c'est quoi ses besoins. Donc, évidemment, tout ce qui est le temps d'écoute, le temps d'accueil, pour nous, c'est une alternative. Ensuite de ça, de valoriser l'expression, que la personne puisse s'exprimer, qu'elle puisse exprimer des émotions qui peuvent être perçues comme étant négatives, mais qui sont importantes à exprimer, comme la colère, la tristesse, l'abattement, l'envie de mourir. On a besoin de parler de ces choses-là quand on les ressent. Donc, évidemment, s'il y a de l'espace, il y a moins de tensions qui s'accumulent. On peut penser aussi à la mise en place d'un plan de crise ou un plan de réaction. Ça, c'est des gens à l'accorder, entre autres, dans un groupe de réflexion qui avaient insisté là-dessus en disant, quand on va bien, c'est un bon moment pour réfléchir et clarifier qu'est-ce qu'on aimerait qu'on fasse avec nous si on vit une crise. Donc, déjà, on est dans des zones où on est plus à l'aise. Ensuite de ça, évidemment, une excellente alternative, c'est de permettre à la personne de pouvoir faire des choix. Donc, de décider qu'est-ce qui advient de son environnement, de son corps, d'elle-même, de ses espaces d'expression. Vraiment, c'est dans des endroits où on voit que la primauté de la personne se réalise, hein, qu'on permet à la personne de décider. D'avoir des lieux aussi où il y a des activités récréatives. Donc, on peut plus penser à des lieux, évidemment, de socialisation, des lieux pour faire du sport, pour se dépenser physiquement. Pourquoi pas des lieux pour faire de la musique, des lieux où on peut s'exprimer par l'art. Je résumerai par une très belle formule qui avait été sortie lors du Forum adulte et santé mentale à l'automne dernier. Il y avait une femme qui disait « On veut que ce soit des lieux qui donnent envie de vivre et non pas de mourir ». Donc, vraiment, des lieux où on peut s'épanouir, on peut s'ancrer dans le sens. La mise en place de chambres de repos, des chambres d'apaisement, des lieux d'oasis sensorielle, si on veut, qui peuvent nous permettre d'aller chercher l'apaisement, un petit temps, 15 minutes pour prendre le temps de se sentir mieux. Finalement, la liberté de circulation, permettre à la personne de circuler dans les couloirs, de sortir à l'extérieur pour fumer, qu'il y ait des espaces qui soient conçus pour ça. Évidemment, ça permet que tout se fasse de façon beaucoup plus détendue. Je pense que tout le monde ici aime ça, pouvoir choisir de sa liberté de circulation. En ce moment, en période de confinement, c'est limité, puis on le sent à quel point ça peut être violent pour le corps de ne pas pouvoir faire ou faire des choses ou voir les gens qu'on aimerait. Bref, les alternatives aux moyens de contrôle, c'est vraiment ancré dans les valeurs du mouvement social alternatif en santé mentale. On parle de prendre le temps, de mettre en place un rapport égalitaire, de permettre à la personne de choisir, d'avoir vraiment un accent sur l'écoute, sur l'accueil et sur l'appropriation du pouvoir. Finalement, c'est de voir la personne comme une personne à part entière, comme le disait Madame Messaili un peu plus tôt. Donc, la personne n'est pas un diagnostic, n'est pas qu'une porteuse de symptômes, mais elle est une personne qui a des besoins, des aspirations, qui porte une vision de la vie, puis une vision de ce qu'est une vie bonne à vivre. Et il ne faut pas que cette vision-là soit tuée et réprimée parce que la personne est temporairement dans un lieu où on veut son bien et où on va l'avoir.
Alors, encore là, je lève mon chapeau au collectif de défense des droits de la Montérégie pour le travail qu'ils font autour de la journée non aux mesures de contrôle. Mon chapeau levé aussi à tous les groupes de défense des droits et à leur association qui font un travail admirable. Donc, nous, on ne fait que suivre votre magnifique bateau là-dessus et porter ces valeurs alternativement ensemble. Donc, merci et continuez la lutte. Merci infiniment, Madame Boucher, pardon. En conclusion, j'aurais envie de dire que ce que je retiens des allocutions qui ont eu lieu, c'est que les personnes qui vivent ou qui ont vécu un problème de santé mentale, elles ont des revendications. Bien sûr, les victimes de mesures de contrôle ont aussi des revendications. On n'en a pas précisément parlé, mais le protecteur du citoyen est régulièrement insatisfait et en fait mention dans ses rapports annuels au niveau de l'application des mesures de contrôle qui se passent dans les établissements. Madame Provencher en a glissé un mot tantôt. Le rapporteur spécial de l'ONU, Juan Mendez, a émis des recommandations. D'ailleurs, je vais vous citer un tout petit paragraphe de son rapport sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Donc, M. Mendez dit qu'il ne saurait y avoir justification thérapeutique au recours à la contention et à l'isolement. M. Mendez associe ces pratiques à des actes de torture ou de mauvais traitement. Il indique que l'imposition de l'isolement et de la contention, même pour une courte durée, constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant. Bien entendu, les groupes de défense de droits en santé mentale à travers le Québec aussi ont des revendications. Il y a eu un recours collectif qui a été instauré et qui a été gagné. Et le collectif de défense des droits de la Montérégie a instauré la Journée nationale non aux mesures de contrôle, isolement, contention et substances chimiques. Donc, je pense qu'il est temps que toutes les personnes puis tous les responsables de l'application de ces mesures de contrôle se saisissent à nouveau de cet enjeu. La volonté de certains acteurs, elle est là, mais les changements de pratique n'ont pas nécessairement lieu, du moins pas très rapidement. Puis les droits fondamentaux des personnes sont toujours bafoués. La souffrance, les traumatismes vécus par les personnes existent et malheureusement, les décès continuent. Le savoir expérientiel des personnes ne demande qu'à trouver une oreille, puis les expériences qui mettent en œuvre des meilleures pratiques qui existent. Donc, les alternatives sont possibles et elles existent. C'est une question de volonté. Je vous inviterai aujourd'hui, 15 mai, à parcourir notre page Facebook. Vous allez trouver en date d'aujourd'hui, justement, le dévoilement de quelques dizaines de paroles individuelles rassemblées en une mosaïque collective sur les alternatives qui sont possibles. Puis, je conclurai juste en vous montrant le symbole qui a été créé, justement, pour la journée non aux mesures de contrôle, qui est constitué d'un ruban blanc, qui est le symbole du refus de la violence et de la violence institutionnelle, pour ne pas la nommer, qui est orné aussi d'un attache plastique automatique, communément appelé le tie wrap, pardonnez-moi l'anglicisme, mais je pense que si je parle de tie wrap, on a une meilleure image. Donc, il y a un tie wrap par-dessus, parce qu'on refuse d'être attaché à autre chose qu'à nos droits et à notre dignité. Donc, bonne journée nationale non mesures de contrôle à tout le monde et merci infiniment à vous quatre de s'être joints à cette petite conférence de presse qui sera mise en ligne le 15 mai, la journée nationale non mesures de contrôle. Merci. Merci beaucoup, bravo. Merci. 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 Bonne journée.